Là-bas, ce jour-là, il était tranquille dans son coin à pêcher son dîner quand tout d'un coup, bam! Alors, tu l'appelles... Ce crocodile géant fait surface, il le fait basculer et lui plante les crocs dans la jambe. Il l'emmène au fond. Ah, Mick l'a tué, bien entendu. Mais prenez un homme normal. Il aurait croisé ses orteils et il serait mort. Mais pas notre Mick. Oh non. Des centaines de kilomètres à travers des marécages infestés de fauves énormes, en se traînant sur les genoux. Et il a réussi à gagner un village. Il s'est à peine arrêté au dispensaire. Il est entré dans le premier pub pour se taper une bière. Ah, cette histoire-là, chaque fois que tu la racontes, elle s'améliore encore, Wally. Non, mais dans cette région, il faut du muscle pour survivre en brousse. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 16, épisode 26. Cette semaine, émission Faites entrer l'accusé, doppelganger et lutte anti-drogue. Ce n'est pas la faute à Thibaut, c'est ma faute à moi. Si je ne fais que des zéros, c'est ma faute à moi. Ce n'est pas la faute à Melvin, c'est ma faute à moi. Si je traîne dans la cuisine, ce n'est pas la faute à Bernard, c'est ma faute à moi. Si je me suis couché si tard, les coupables sous la table, les sagouins tous au coin. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est les mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez peut-être compris, nous allons parler de plusieurs choses. Nous allons parler du documentaire disponible sur Netflix, La Stop, l'Arima de Thomas Tancred. Ensuite, nous parlerons des deux Dunes, tant qu'à faire, autant rentabiliser ces 5 heures de Dune 1 et 2 de Denise Villeneuve. Et enfin, nous parlerons de Dans la peau de Blanche Houellebecq, réalisé par Guillaume Niclou. Et pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à la mise en son. Et en face de moi, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Donc voilà, nous sommes les deux seuls forçats en présence suite à la défection du petit personnel, ce qui explique les quelques petits pains techniques et le retard que nous avons eu à l'allumage, mais ça c'est pas entièrement de notre faute. Mais donc voilà, ce sont les forces en présence pour parler de ce joyeux programme. Et avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Il va jeter un seau de merde en pleine figure. Nous vous rappelons que le 31 mars prochain, dans le cadre des films du dimanche soir proposés par nous-mêmes et nos camarades du cinéma est mort, nous avons la joie de vous proposer The Big Lebowski des frères Cohen avant la sortie d'un film d'un frère Cohen, Ethan si je ne m'abuse, ou Joël, je ne sais plus, Joël peut-être, en solo, donc qui sortira au début du mois d'avril. Donc voilà The Big Lebowski que nous vous encourageons à venir voir ou revoir. Demain au tambour à 18h15, vous pourrez aller voir ou revoir aussi La Chambre du Fils de Nanni Moretti, pardon, pas François Dupeyron du tout, je confonds avec La Chambre des Officiers, La Chambre du Fils donc de Nanni Moretti, et à 20h45, Les Ailes du Désir, un des meilleurs, voire un des seuls bons films de Wim Wenders, dans sa période où il faisait des bons films, c'est-à-dire entre Paris, Texas, l'ami américain, et celui-là donc. Oui, ok, pourquoi pas. Je suis dans les pains techniques là. Oui, donc, je vois Thibaut que vous êtes dans le jus, mais vous inquiétez pas, vous allez vous remettre en selle, remettre le facteur comme on le vélo. Dès demain, par exemple, en allant voir le documentaire de Christine Angot, Une famille. Non. Christine Angot parle donc de sa famille, où ça a l'air compliqué, viol, inceste, violence. Christine Angot, quoi. Oui, non. Sinon, toujours dans le rayon des comédies, il y a le nouveau film de Stéphane Brisé qui quitte l'univers du travail, du prolétariat avec Vincent Lindon et sa moustache pour Hors Saison, avec Guillaume Canet qui est sur les côtes de Bretagne, du Morbihan, même chez moi, sur la Presqu'île Loris. Voilà. Ça fait bien chier quand même, vers Quiberon, tout ça et compagnie. Il y a des problèmes. C'est un acteur célèbre, il est triste, il fait sa crise de la cinquantaine, il est amoureux, bref, super. Sinon, ça vous donne envie ? Non, pas du tout. Sinon, il y a une comédie française avec Louise Bourgoin qui s'appelle Bis Repetita, où elle fait croire qu'elle est prof de latin. En fait, elle donne pas cours et un jour, ils vont genre un concours d'éloquence en latin. Évidemment,
Quiproquo, Patakès et compagnie. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Louise Bourgoin au cinéma. Pourtant, elle tourne pas mal, mais les films ont rarement un succès ou même. Peut-être à quelques séries, me semble-t-il. Ouais, elle était dans Hippocrate, elle était dans le dernier Tomality aussi, Un métier sérieux, à la rentrée dernière, je crois, sur les profs, tout ça. Sinon, rayon des comédies, parce que je sais que vous aimez ça, Thibaut, il y a Karaoké avec Michel Larocque et Claudia Tagbo. Voilà, ils vont tout nous faire. Hein. Bowling, karaoké. Michel Larocque, vraiment, sa carrière ressemble à un casier judiciaire. Hein, c'est terrible. Un autre dont la carrière ressemble à un casier judiciaire, c'est Nicolas Philibert avec son nouveau documentaire Averroès et Rosa Parks. J'aime pas Nicolas Philibert. Moi non plus. J'aime pas ces documentaires, c'est nul. Sinon, il y a un film de non-exploitation, ça faisait longtemps, Immaculé avec Sydney Sweeney, la nouvelle star du cinéma américain après Euphoria et surtout le super carton de Anyone But You, sorti en tout début d'année, Tout sauf toi, cette comédie romantique avec Glenn Powell, avec des gens très beaux en plastique, qui ont des histoires terribles, mais c'est rigolo. Sinon, il y a un film qui s'appelle Laissez-moi, c'est exactement ce que nous allons faire car il est avec Jeanne Balibar. Voilà. Et sinon, il y a un film qui s'appelle Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant, mais c'est québécois. Voilà, ça sort demain. Et on va revenir tout à l'heure sur les Québécois et les quelques problèmes que nous pose leur cinéma. Voilà, c'est les programmes des sorties salles dont nous ne parlerons absolument pas la semaine prochaine, mais d'autres choses bien beaucoup plus réjouissantes. Voilà, on va passer à la section critique de cette émission et on va se dire bonjour. En attendant, Godard sur syllabe, good day mates, et oui, donc c'était Slim Dusty avec good day, qu'on peut entendre donc dans le documentaire Last Stop Larima, et good day, c'est ce que disent donc nos camarades des terres aux antipodes, donc en Australie, car nous allons parler d'un documentaire à disposition depuis plusieurs mois déjà sur Netflix, donc Last Stop Larima de Thomas Tancred. Et pourquoi en parler ? Déjà parce que c'est un super documentaire et qu'en plus il n'y a pas grand chose en salle, donc autant parler de films qui sont cool, ça nous arrange. Oui. Et donc de quoi que ça cause Last Stop Larima ? Eh bien Last Stop Larima en fait c'est un tout petit bled des territoires du Nord, donc en Australie, perdu dans l'Outback, dont la grande ville on va dire la plus proche avec le poste de police notamment, le plus proche est à plus de 70 km. Et en fait ça nous raconte l'histoire de Paddy Moriarty, un vieux briscard qui est donc arrivé dans ce bled de Larima en 2005 et qui un soir du 16 décembre 2017, alors qu'il rentre de son bar préféré avec son chien Kelly, donc du pub The Pink Panther, disparaît. Et donc là, mais qu'est-ce qui se passe ? Les gens partent à sa recherche. Plusieurs jours après, il y a enfin un avis de recherche qui est donc envoyé. On se demande ce qui se passe. L'affaire va prendre un tournant inattendu, effectivement, en révélant un petit peu les secrets de cette petite communauté. Et de petite communauté, il en est question, puisqu'il y a moins de 15 habitants donc, dans ce bled, donc c'est vraiment pas beaucoup. Il y a 11 habitants à l'époque. De la disparition. Il y a un pub, il y a un restaurant chez Fran, et donc le documentaire, qui est un assez long documentaire d'un petit peu moins de 2 heures, démarre en fait avec les portraits de cette galerie de personnages pour le moins truculents, que des gens qui ont des ganaches pas possibles, qui ont l'air ravagés par le cancer, par la cirrhose, enfin d'ailleurs qui sont ravagés par la cancer, par la cirrhose et par une alimentation relativement déplorable, hein, quand même, faite à base de liquide et de tourte à la viande, donc de meat pie, hein, qui est un peu le plat national australien, et ça aura son importance. Oui. Et donc le film commence dans le premier quart d'heure par cette galerie de personnages. Ils sont tous sympathiques. On parle de Paddy qui était vraiment un garçon rigolo, grande gueule, qui aimait bien un petit peu se prendre la tête avec tout le monde, mais tout ça était sympathique. Et au fur et à mesure de l'intrigue donc déroule ce documentaire, on part dans le fait entrer l'accusé le plus glauque qui soit, puisque finalement on se rend compte que tous les habitants donc de Larima se détestent, ayant passé des années à se pouiller, à se faire des crasses et à se foutre sur la gueule. Alors, on reviendra après sur la fin, mais pas après, pendant quasiment 1h30, on a un portrait terrifiant de cette communauté de guerre, de veulerie absolument incroyable, entre vraiment de la lâcheté, des règlements de compte d'une bassesse assez incroyable, et toujours avec cette galerie de personnages pour le moins troubles, voire ambigus pour certains, donc notamment la fameuse Fran, la cuisinière du restaurant, qui fait la meat pie la plus célèbre du pays et la meilleure du pays d'après elle, bien évidemment. Et donc cette guerre de la tourte à la viande prendra des proportions absolument incroyables, et jusqu'à ce jour donc la disparition de Paddy Moriarty n'a pas de conclusion.
un corps d'homme avec son chien ont été retrouvés récemment, donc, qui sont donc les corps de Paddy Moriarty et de son chien Kelly, mais on ne sait pas encore la cause exacte de la mort et surtout comment est-ce que ça aurait pu se passer. Donc comment est-ce que ce garçon, en rentrant peinté de son bar préféré, rentrant noblement chez lui comme tous les soirs, en fait, comment a-t-il pu disparaître et que s'est-il passé pour qu'il disparaisse et surtout qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il aurait fait donc à ses voisins pour que ça se passe comme ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce beau, de ce beau portrait de l'outback profond australien? Un beau portrait australien, en effet. Alors le film, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand sa diffusion en fait sur les plateformes, en fait, il est disponible en 2 parties qui font peu ou prou chacune 1 heure, et le film est séquencé en différents chapitres, ce qui fait que voilà, il y a toujours le film est très long, ça pourrait être du coup un petit peu chiant parce que cet exercice du true crime qu'on voit récemment depuis en fait le succès incroyable de Making a Murderer, en fait, qui a mis vraiment sur le devant de la scène le true crime. Après, nous, en tant que bon esthète, on connaît Fait entrer l'accusé depuis bien longtemps. Plus de 20 ans maintenant. Mais en fait, on s'était dit, encore un autre épisode de True Crime, ça a intérêt à être captivant pour ne pas trop s'endormir. Et en fait, juste en termes de construction du film, le chapitrage permet à chaque fois de relancer un petit peu l'intrigue, donne des clés de compréhension aussi par rapport à la psychologie de toute cette communauté. Donc déjà, c'est un bel effort. Deuxième effort en termes de rythme, en termes de propositions formelles, si on peut dire, le film arrive à naviguer entre différents dispositifs. Et de temporalité, en effet. Tu as les images d'archives, tu as des images d'archives un peu plus englobantes qui sont tirées en fait des archives de la télévision ou des archives nationales parce que australiennes. L'affaire à l'époque a été pas mal documentée par la télé locale justement, donc il y a des images de JT, il y a des images de radio, des coupures de presse. Il y a des entretiens et des membres de la communauté et de journalistes, de flics. Donc, et il y a des entretiens donc au présent, des images du milieu des années 2000 quand donc Paddy Moriarty arrive dans le coin, et des images au moment de la disparition. Voilà. Et puis après, il y a tout le travail en fait actuel en fait du cinéaste. Photographie magnifique, étalonnage magnifique, des plans de drone qui sont hyper bien sentis, parce que j'y reviendrai par la suite. Ce qu'il faut comprendre, au-delà de l'aspect crime non résolu, de l'aspect vraiment enquête policière, ça nous raconte vraiment quelque chose de l'Australie, ce que c'est être australien, ce que c'est de vivre en Australie dans les années 2000. Mais c'est ça qui est plus haut, parce j'y reviendrai. Effectivement, tu disais, ça parle il y a la psychologie des personnages, mais aussi il y a la psychologie du paysage presque, qui évidemment, surtout en Australie, dans un pays qui est aussi aberramment grand, pour finalement presque aussi peu d'habitants, notamment dans les campagnes, dans le bush et puis dans l'outback, qu'effectivement, de toute façon, cette géographie influe sur la psychologie et puis sur les personnes. Et du coup, ces plans aériens, ce très bel étalonnage permet et puis bien entendu ce montage qui est hyper intéressant, et ce découpage en chapitres qui est hyper intéressant, permet de suivre finalement la machine True Crime de manière très simple. Voilà, on est vraiment porté par le film. Je tiens à noter que le film est produit donc du coup par les frères Duplass. On avait déjà chroniqué, c'est eux qui avaient produit par exemple le documentaire sur Tony Hawk. Alors documentaire certes bancal, mais on en avait parlé. Until the Wheel Fall Off, qui était sorti il y a 1 an et demi, 2 ans. Mais voilà, qui permet en fait qui est pas un super documentaire, qui est clairement géographique, mais qui on sent la patte peut-être des producteurs dans ce mélange un petit peu des formes, ce mélange des formats, ce mélange des temporalités, qui permet de suivre vraiment, qui permet de faire le portrait d'un skater, ou le portrait d'une communauté, de rentrer un petit peu vraiment au plus profond des ambiguïtés. Alors Tony Hawk le faisait un peu moins bien. Ici vraiment c'est absolument c'est quasi millimétré, on est sur un très beau travail de précision. Mais au-delà de la galerie de personnages, voilà, au début, tu te dis, on est dans le bush, mais le plus profond australien. Ça nous parle vraiment de l'Australie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, et me semble-t-il, le cinéma l'a plutôt documenté. Alors, on pourrait bien entendu revenir avec Melvin, avec série Z. À tout honneur, c'est donc Melvin, notre camarade Melvin, qui a écrit son livre, son premier tome sur la saga Mad Max il y a 2 ans, qui m'avait
recommandé ce film en disant qu'effectivement c'est un film qui parlait vraiment de l'Australie au présent, et on sait que la question du paysage et la question enfin même centrale de caractère dangereux et impossible finalement à contenir du territoire australien est de toute façon intrinsèque à leur cinéma. La question de la route, la question du déplacement et la question de vivre dans un environnement a priori hostile, entouré de bêtes plus qu'hostiles. Mais en fait, le cinéma australien a vraiment à voir avec le cinéma américain. C'est-à-dire qu'en Australie, il y a également ce principe de la frontière. Il y a Michael Powell, alors ça qui est un cinéaste anglais, mais en 66, il a sorti un film qui est hyper important dans la cinématographie australienne. Et pour comprendre ce que c'est être australien, c'est They're a Weird Mob. Et c'est l'histoire en fait d'un immigré italien qui arrive en Australie, qui va essayer il me semble que de mémoire il est journaliste me semble-t-il, et puis il va essayer de se dépatouiller en arrivant en Australie, de se dépatouiller un peu pour survivre, et il va adopter au fur et à mesure du film une véritable australianité. Et Powell en fait le montre très bien. Alors déjà la bière, c'est être australien. Boire de la bière en canette, de la bière dégueulasse en canette, ça c'est être australien. Mais c'est un film qui montre vraiment ça. D'autant que l'alcool est quand même hyper cher là-bas. Oui, mais il y a ces espaces, il y a la route, bien entendu, il y a ces immensités. Voilà, on n'est pas dans l'Ouest américain, mais on est dans une île qui est immense. Bah, disons que dans l'Australie, en plus, on a massacré les aborigènes, donc du coup, voilà, il y a une immensité l'immensité des possibles est vraiment hyper large. Et en fait, vraiment, ce film-là, il me semble, alors on peut le mettre en parallèle avec Waking Fry de Ted Kotcheff, mis à part le côté alcool, c'est qu'en fait c'est vraiment le cauchemar australien, c'est l'envers du décor du rêve australien, comme a pu le faire le cinéma américain, notamment dans les années 70. Ici, on est dans une destruction littérale de l'australianité pure et dure, ou pur jus 100% raide, 100% bouche. Donc c'est ça qui m'a le plus fasciné dans le film, parce que certes on étudie la psychologie de cette communauté, mais c'est en fait comment une communauté qui aurait pu être, le début du film nous le montre, qui aurait pu être paisible, une espèce de communauté quasi anarchiste, parce qu'en fait finalement la police n'est pas là, l'État n'est pas là, la police n'est pas là, et on est vraiment... Et ça c'est quand même très drôle, parce que tu vas voir qu'ils n'aiment pas les flics du tout. Ah non, et en fait tu dis voilà, on est sur une communauté autonome, quasi autogérée, et puis voilà, on embrasse un petit peu ce que l'Australie peut nous donner. Et ici, pas du tout. Les plans aériens, la nature est quasiment bouchée. Finalement, ce bout de route, on le voit jamais. Alors que pourtant, c'est de la ligne droite. Oui, c'est ça qui est fascinant. C'est que justement, sur la question de la frontière et puis du paysage, c'est que l'Australie, où la question de la frontière est vraiment pas la même que dans l'espace américain, parce que c'était une frontière à repousser... on va dire dans la rue et vers l'or, dans la nouvelle destinée, tout ça. Il y avait quelque chose de religieux, oui, aux États-Unis. Mais tu as l'impression que en Australie, la frontière a jamais été vraiment dépassée, parce que peu importe dans le sens où tu vas, où tu regardes, finalement, il y a un horizon qui est à perte de vue, et tu as l'impression que c'est bouché tout de suite et que c'est un infini qui sera indépassable. Oui, et puis voilà, peut-être que la diversité des paysages est moindre en Australie. Alors, je suis jamais allé en Australie, mais peut-être est moindre qu'aux États-Unis. Mais voilà, tu pourrais te dire qu'on aurait pu être sur une espèce de flower power australien, mais alors en fait, mais pas du tout. Et c'est marrant parce il y a la maladie, il y a l'alcool, qu'ils en profitent aussi, et la jalousie, l'hypocrisie. Au début, pour un peu retracer, on va dire, l'histoire de la ville, en tout cas l'histoire de la conquête du bush et puis de l'outback, où tu as l'impression que c'était un genre de nouvel Eldorado. On allait tracer des grandes routes qui allaient traverser le pays, et donc finalement, il y aurait... un genre d'essor par la route de plein de bleds comme ça, et qui finalement assez vite ont été laissés à l'abandon, où au début il y avait, je sais pas, une centaine de personnes, machin, puis à la fin on finit à 20, 15, 11, dans des petits bleds qui sont abandonnés de tout et qui sont loin, qui ont effectivement genre le téléphone et puis toutes les facilités modernes, on va dire, mais où c'est vraiment laissé à l'abandon, comme des communautés qui seraient presque autogérées, mais qui ne seraient pas là pour réaliser un rêve anarchiste de commune, mais finalement pour vivre l'individualisme australien tel que les Anglais l'auraient rêvé, mais finalement en les laissant à l'abandon. En fait, c'est exactement ça. Alors, le film, certes, n'est pas non plus... le film se termine sur une note
positive, sur une note positive. Alors, au-delà de l'aspect, la- de l'aspect policier, mais voilà, on voit que il y a un bébé qui est arrivé dans le bar le Pink Panther a été repris par un jeune couple Oui, mais en fait, d'origine tchèque d'ailleurs, donc la- c'est intéressant. la Alors je fin- spoil complètement, mais la fin est étonnante en fait parce qu'à la fois tu as ce côté sur une certaine Australie et un certain monde qui est en train de disparaître, qui est en train de mourir, puisque les déplacements et l'espace ont été réinventés, on va dire, au début du XXIe siècle. Et donc il y a tout un état d'esprit, tout un genre de communauté et d'entraide dans certains cas, mais pas tout le temps, qui est en train de mourir, mais avec un certain renouvellement de génération, justement, grâce à une migration ou une remigration d'une partie de la population aussi, qui, un peu comme partout, quitte les grandes villes pour des questions économiques, pour des questions de cadre de vie, et qui essaye d'aller dans des ailleurs qui, a priori, seraient un peu plus vivables en termes humains. voilà, a c'est ça. priori. Alors, donc voilà, l'australianité n'est pas mise au pilori. Hein, là, le réalisateur ne descend pas l'identité australienne. D'ailleurs, il termine son film avec une chanson Australia is my home ou un truc comme ça. Là, je l'ai plus de tête, mais en gros, voilà, la chanson raconte en fait que j'ai voyagé, je suis allé à Londres, je suis allé à New York, mais au final, je reviens toujours en Australie parce que l'Australie c'est ma maison. Et on termine avec ce jeune Un couple. peu comme des Brestois, quoi. Mais on termine avec ce jeune couple tchèque avec un nouveau-né. Alors, je mets vraiment l'accent là-dessus parce que je pense que c'est hyper important, ce renouvellement de génération par l'immigration qui fait qu'en fait, voilà, l'Australie va pouvoir un petit peu se renouveler. Mais entre-temps, entre There a Weird Mob de Powell, donc en 66, et ce film-là, il s'est passé Waking Fry. Et en fait, au Il final... s'est passé Crocodile Dundee, quand même, qui est le plus grand succès du cinéma australien, mais qui a aussi, du coup, marqué une certaine... image de l'Australien, ou peut-être une image d'Épinal, ce que c'est que le bon gars de la Cambrousse. Est-ce que Crocodile Dundee ne serait pas aussi une image publicitaire, une image exotique à ce niveau-là? C'est pour ça qu'il y a 3 ans, 5 ans même, ils avaient fait une fausse bande-annonce qui en fait annonçait un nouveau Crocodile Dundee avec Danny McBride. Le truc avait été teasé et en fait c'était juste pour annoncer une longue bande-annonce de spots de pub pour l'Australie où tu avais genre toutes les stars australiennes qui étaient là. Tu avais Hugh Jackman, tu avais Margot Robbie, tu avais Russell Crowe et tout, un caméo de Paul Hogan, les frères Hemsworth. Et en fait, c'était juste un gigantesque spot de pub de l'Office du tourisme australien qui, via le personnage de Crocodile Dundee, en fait, vendait une image de l'Australie. Regardez, c'est beau. Mais est-ce que Crocodile Dundee, c'est l'Australie? Est-ce que l'Australie, ça serait pas plutôt le cinéma de Peter Weir, le cinéma, bien entendu, de Mel Gibson, de George Miller, tout ce qui s'est passé en termes de exploitation avec cet humour avec cet humour vraiment bas du front. Voilà. C'est très pipi caca hein, comme humour. Alors la exploitation, c'est un genre en soi, hein, vraiment, mais il faut jeter un coup d'œil là-dessus. Il y a un super documentaire qui était sorti il y a une dizaine d'années sur la exploitation, justement, les films tournés en Australie et les films australiens, notamment les films d'action, c'est quand même... Mais ça reste quand même c'est un cinéma qui met en exergue un pays, une identité, une culture, une australianité qui est quand même bancale. Vraiment, depuis le film de Powell, vraiment, les cinéastes tordent le cou à l'australianité. Parce que tu sens que de toute façon, mis à part l'Australie, c'est un pays d'anciens bagnards où les Anglais se débarrassaient de leurs rebuts, notamment des Écossais, des Irlandais, ils les foutaient là-bas. On avait fait le film de Bruce Beresford. Ouais, exactement, Héros ou Salopard, et qui après a quand même allègrement massacré les peuples aborigènes, avec qui les rapports sont toujours pour le moins compliqués, parce qu'il y a toujours un manque de reconnaissance justement. Oui. Donc des peuples autochtones, encore une nation qui s'est bâtie sur un génocide, et notamment culturel, mais pas que. Mais comment dire, le cinéma australien, me semble-t-il, est profondément pessimiste. Et ce film-là, du coup, s'insère vraiment parfaitement dans cette lignée d'une cinématographie qui est pas limitée, j'ai pas envie de dire qui est limitée, mais qui est bien entendu beaucoup moins pléthorique qu'une cinématographie française, américaine ou anglaise, par exemple. Oui, parce que c'est aussi une industrie du cinéma qui a commencé beaucoup plus tard qu'en Europe. Qui a commencé tard. Alors, le premier long métrage, a priori, de l'histoire du cinéma, c'est un film australien, c'est un biopic du bushranger de Ned Kelly, merci. Mais après, en gros, ça a recommencé à partir de la fin des années 60 que ça a été un peu relancé. Et puis parce que c'est un film qui s'est fait c'est un cinéma qui s'est beaucoup fait bouffer par Hollywood. Alors, il y a des querelles de producteurs, il y a eu des soucis à ce niveau-là, mais ça s'est fait bouffer par Hollywood et ça a eu du mal à trouver le cinéma australien a eu du mal à trouver sa propre
sa propre voix, mais dès qu'il a trouvé, au final, il y a eu des films... Ça a donné un truc pour le coup très original. C'est original, mais direct, il a switché, en fait. Et ce film-là, vraiment, je trouve s'insère parfaitement là-dedans, parce que certes, il y a des belles couleurs, il y a des beaux paysages, parce que c'est quand même un endroit qui est magnifique, qui est quasi magique, hein, enfin. Et ici, bah, tu te dis, ouais, espèce de cette magie-là, en fait, bah, tu l'as pas, en fait. C'est pas possible, parce que trop de tout, trop de veulerie, trop d'hypocrisie, trop de... La Meat Pie Wars, c'est quand même formidable. Ah ouais, non, mais les mecs, ils vont buter le chien des autres pour se venger. Pour une tourte, mais donc c'est assez incroyable. Donc, c'est dégueulasse. Donc le film, oui, ça a l'air, c'est pas très bon. Ouais. Mais donc le film, à ce niveau-là, est passionnant. Comment une communauté se construit, comment elle croit vivre sereinement. Et en fait, tu creuses. T'as pas besoin de beaucoup creuser au final. Et en fait, tout le côté détestable de la frontière australienne en fait va ressurgir, mais très vite, très vite. Et en fait, le film met beaucoup l'accent là-dessus, parce que si tu regardes l'étude de communauté au début, c'est quoi ? C'est un quart d'heure, même pas sur 2 heures de métrage. Enfin, sur la série qui fait sur l'objet en fait qui fait 2 heures, c'est 15 minutes et après direct, bim, on envoie. Et même les entretiens, tu sens que les entretiens actuels avec les gens qui sont restés à l'ARIMA, ouais, je sais pas, j'ai des hypothèses. Il y a toujours un double jeu, il y a toujours un double sens dans leurs paroles, ils cachent quelque chose. Toujours. C'est absolument fascinant. Tu sens que personne n'est réellement sincère, parce qu'au début, ils sont tous « Ah, il était super cool, Paddy, il était super sympa. » Et 20 minutes après, c'était vraiment un sacrifice de pute, on pouvait pas le blairer et tout. Donc voilà, franchement, c'est quelque chose à voir, parce que dans l'exercice du true crime, je trouve que ça dénote, parce qu'il va vraiment au-delà de la quête policière, puis de l'enquête policière. C'est qu'il parle quelque chose d'une civilisation. Il prend les caractéristiques d'un environnement, d'une culture spécifique, pour justement mettre en relief le true crime. Et qu'est-ce que le true crime finalement dit du monde dans lequel ils vivent, alors que souvent les true crime, même si c'est chez les rednecks ricains ou trucs comme ça, finalement on revient toujours à la même chose. Et la communauté ou l'environnement a réellement peu d'impact. Oui. Alors qu'ici, c'est la clé. En fait, ici, c'est vraiment la clé. Donc, un petit peu comme dans l'affaire du petit Grégory, la Vologne, un canapé en cuir qui rend jaloux les cousins. Un corbeau, un petit. Voilà, ça par exemple. Un petit corbeau. Donc voilà, c'est absolument passionnant, et c'est d'autant plus passionnant que c'est bien foutu, c'est bien rythmé. C'est passionnant comme truc. Ouais. Et voilà, vraiment. Tu mélanges ça, enfin tu additionnes ce film-là avec... Alors Waking Fry fait un petit peu doublant, mais j'insiste sur regarder There with Mob. There, c'est un peu compliqué. Drôle de zèbre, je crois, c'est un des titres français. Donc Michael Powell, 1966. Et en fait, tu fais le parallèle entre ces deux métrages-là. Et là, tu dis, mais le gouffre est incroyable. En 60 ans, en même pas 60 ans, alors que les États-Unis faisaient déjà leur révolution culturelle en termes de cinéma en 66. En Australie, on disait le rêve australien est merveilleux. 60 ans plus disons tard. Que fin des années 60, début 70, c'est le début de la contre-culture américaine telle qu'elle a été beaucoup commentée. Et dans le même temps, fin des années 60, début des années 70, c'est finalement la révélation juste de la culture australienne, mais qui ressemble à la contre-culture américaine, dans le côté où on veut mettre un petit peu à mal un certain système de production, une certaine culture qui serait... Oui, en fait, ça a mis 10 ans, jusqu'à l'arrivée de Peter Weir et de George Miller, pour citer les deux plus grands cinéastes, mais ça a mis à peine 10 ans. Donc en fait, le côté positif, ça a duré très peu de temps. Et après, tout le reste, ça a été à la décharge australienne. Un rêve australien comme il y a un rêve américain, ou sur quoi c'est bâti Il a existé, enfin je veux dire, je pense qu'il a existé, mais il a été vicié dès le départ, encore plus tôt finalement peut-être que le rêve américain. Quand tu vois que le plus grand héros de l'histoire australienne, en tout cas l'une des figures les plus connues, c'est un mec qui butait des flics habillés en armure et en meuf, donc Ned Kelly, c'est quand même pas rien que leurs principales références soient quand même des personnes, pour dire, plus ou moins violentes. Quoi. Donc voilà, à voir en tout cas, pour se plonger dans l'Australie, une Australie peu reluisante mais néanmoins fascinante. Ouais, et ça donne quand même envie d'aller faire un tour, hein, c'est pas mal. Bon, il y a trop de grosses araignées. Des très très grosses araignées. Donc c'est Last Stop l'Arima de Thomas Tancred, disponible sur Netflix. On va s'arrêter là, mais on va rester encore dans le sable, dans la violence et dans la veulerie et la crapulerie. Et on va tout ça écouter une petite tempête de sable. Là, des voix d'Afrique, il faut derrière. Derrière, il faut des voix d'Afrique.
Tu veux que je te dise, c'est nul, c'est de la merde, je t'emmerde, voilà, c'est nul. C'est nul! En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Darude avec Sandstorm dans son jus de la fin des années 90, précédé d'un extrait de 600 grammes de hachis, donc l'épisode de striptease sur le jeune homme qui veut faire son film et qui demande plus d'africanité dans la musique, hein, un peu comme Hans Zimmer avec Dune, et suivi donc d'un extrait de Irma Vep, où notre ami donc Jean-Pierre Léo résume un petit peu ce que je pense du film. C'est nul. Voilà, donc je vais quand même profiter de la tribune qui m'est offerte, hein, pour rentabiliser les plus de 5 heures de visionnage que m'ont offert les films de Denis Villeneuve. Donc le premier était sorti en 2019. On avait fait à l'occasion une émission chez nos camarades du cinéma mort en présence de Alejandro Jodorowsky, un fameux pour son projet inabouti de Dune dans les années 70, qui de toute façon aurait probablement été tout pourri. Mais disponible sur la plateforme d'Arte actuellement. En ce moment, effectivement, le documentaire de 2016. Et donc évidemment, il y avait eu le film de David Lynch en 1984, film fascinant, film raté. Film qui me fait peur, que je n'ai toujours pas vu alors que je l'ai en DVD, dans une édition DVD, mais toute pérave. Ah oui, mais depuis sorti en Blu-ray. Oui, mais que j'ai et que je n'ai toujours pas vu. Il trône sur mon étagère et c'est un film qui me fait peur. Ah oui, alors le film de Lynch, film fascinant, film foiré dans pas mal de choses, mais en même temps qui avait des partis pris d'adaptation absolument géniaux, contrebalancés par on va dire les contraintes de production imposées par Dino De Laurentiis, le fameux margoulin italien qui n'aimait rien de plus qu'économiser des sous et faire des économies de bout de chandelle, tout en voulant des résultats spectaculaires. Et donc Denis Villeneuve, le réalisateur québécois, donc de Blade Runner 2049, de The Arrival, du premier Sicario, de Prisoners, Incendie, tout ça, et donc est devenu un petit peu comme son homologue anglais Christopher Nolan, après avoir fait quelques films d'auteur, a été d'un coup catapulté faiseur de blockbusters, mais de blockbusters d'auteur, donc ça veut dire de blockbusters où on est intelligent et on fronce les sourcils. Et c'est un petit peu comme ça que Denis Villeneuve, déjà dans son premier Dune, avait abordé donc la saga de Frank Herbert, où Denis Villeneuve, par son style de mise en scène, on va dire où il a un style de mise en scène assez froid, qui refuse justement les émotions, qui refuse les affects, et ce qui pouvait coller, en tout cas, moi ça ne m'a jamais parlé, mais j'ai envie de dire, chez les gens qui aiment son cinéma, ce côté justement très froid, très technique, et qui pour le coup je pense correspond totalement à une époque assez froide, assez aseptisé, et qui refuse justement la monstration des sentiments, ça pouvait coller dans le cinéma que lui entendait pratiquer. Là, dans le cas d'une grande saga de SF où des mecs complètement schnoufés à l'épice se tapent des tripes de LSD et voient dans Paul Atreides un potentiel messie, tout en étant manipulé par des sectes, par des guildes de commerce. Et là, il va devenir normalement un genre de messie pour aller mener donc le djihad contre les ennemis des Fremen sur la planète Arrakis. Et bien sous ce potentiel de gros starbé, bien dans son époque des années 60, puisque Frank Herbert aimait deux choses, la drogue et l'islam, et bien tout ça ne se retrouve pas du tout dans le cinéma de Denis Villeneuve, et notamment dans ces deux Dunes où il y a vraiment un côté extrêmement froid. Et ce qui marque aussi son imaginaire, ou plutôt son manque d'imaginaire, c'est qu'il y a, je trouve, notamment dans la production design et dans la photographie du film, quelque chose d'extrêmement plat et surtout d'extrêmement uniforme. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs mondes et plusieurs planètes qui sont représentées avec des cultures et des backgrounds différents, donc les Harkonnen, les Atreides, les Fremen notamment, et tout ça finalement reste en termes visuels exactement au même niveau, où du coup il n'y a à la fois à aucun moment le sentiment de dépaysement, le sentiment d'aventure et surtout un sentiment de prise de risque, à la fois pour les personnages du coup et surtout de la part du metteur en scène et de son équipe, notamment donc en termes visuels, en termes musicaux, en termes de photographie, où finalement tout ça, je trouve, malheureusement reste excessivement plat et ne décolle jamais, pour ne jamais prendre justement l'ampleur de space opéra drogué qu'un tel roman appelait. Donc à se demander pourquoi est-ce que Denis Villeneuve s'est foutu là-dessus. Apparemment, il adore les bouquins, mais de toute façon, dès qu'on adapte un bouquin, on dit qu'on l'adore et que c'est son roman préféré depuis qu'on a 5 ans. Et moi, je trouve que c'est quasiment un nivellement par le bas en termes de production, sous couvert de faire des gros trucs qui sont pétés de thunes, où il y a un mec où clairement les scènes d'action, c'est pas du tout ce qui l'intéresse. Donc c'est-à-dire on va faire un gros truc qui pète, un personnage au premier plan et pof, travelling, on va le faire plusieurs fois. Tous les corps à corps vont être illisibles et dégueulasses, alors que c'est quand même pas mal de mecs qui se battent avec des couteaux, qui se foutent sur la tronche. Et pour rajouter un petit peu à ce côté qui se vaudrait grandiloquent, on a
un ensemble cast où le moindre second rôle sera un mec connu. On a Anya Taylor-Joy qui va venir pour un plan, on a Léa Seydoux qui vient pour 2 scènes, on a des personnages qui font n'importe quoi, où clairement le style de jeu c'est l'underplaying, essayer de faire passer le moins de choses possible, c'est-à-dire que même il arriverait même à faire mentir l'effet Kuleshov, sauf un Javier Bardem qui doit cabotiner comme un cochon, peut pas s'empêcher d'en faire des caisses et de jouer comme un cochon dans le deuxième film. Donc il a le truc qui répète en boucle, c'est Lisan Al-Gaib, qui est en gros le nom du Messie pour les Fremen qui voient en Paul Atreides. Il le répète à tir larigot. Il y a même des fois, tu as l'impression qu'il ne sait plus qui doit le dire. Du coup, le pauvre Javier, il est totalement perdu en surforçant son accent. Je peux avouer quand même qu'on a beaucoup ricané au cinéma. On a aussi beaucoup soupiré. Mais un léger plus, ne serait-ce que pour le deuxième, parce que la toute première scène du deuxième film, après genre un rappel de si vous avez raté le début, le metteur en scène aussi, une première scène qui est vraiment chouette, un vrai truc de SF, un vrai décorum, une vraie mise en scène avec des purs costumes. On se dit putain, mais ça va être super, un vrai jeu de mise en scène, tout ça, un truc qui est super. Ça dure 5 minutes, la scène est mortelle. Et après, on retombe sur un petit côté vraiment où ça ronronne, où c'est tranquille, où on s'emmerde poliment, voire franchement 2 petites micro-siestes. Hein, voilà, j'étais quand même assez heureux parce que je n'avais pas réussi à dormir sur le premier. Mais donc voilà, je trouve ça quand même assez triste et à la limite du pathétique de prendre un matériau pareil et d'en faire finalement quelque chose aussi convenu, en fait, aussi calme. C'est-à-dire qu'au moins, un des mérites du Lynch, c'est que ça part dans tous les sens, ça fait un peu n'importe quoi, mais ça le fait quand même avec brio et surtout, même si ça se plante, clairement, ça essaye sur la chair, sur les rapports entre les personnages, sur un côté dégueulasse, sur un vrai côté trip que David Lynch n'arrive pas toujours à faire, soit pour des questions de production, soit parce que ça l'intéressait peut-être moyennement, mais en tout cas, il y a des choses qui étaient vraiment hyper intéressantes dans les films de Lynch, malgré tous les foirages, malgré toutes les fautes de goût inhérentes à l'époque, et la musique de Toto, tout ça, on va dire que bon, c'est dans son jus 1984, quoi. Mais au moins, il y avait une vraie personnalité et quand même un vrai truc où on se rendait compte que les mecs, ils avaient bossé sur leur adaptation. Le film de Lynch doit faire dans les 2h30 des patates parce qu'il y a eu plusieurs montages où ça fait clairement des coupes par rapport au gros bouquin de Herbert, mais ça racontait beaucoup plus de choses par les omissions et par la mise en scène de Lynch, alors que là, les films de Villeneuve coupent aussi plein de choses, mais on a l'impression que ça raconte vraiment clairement énormément moins de choses et finalement on n'a pas grand chose auquel se raccrocher, que ce soit en termes d'intrigue, en termes de personnages, en termes de spectaculaire. Finalement tout ça reste quand même assez pauvre et je trouve une fois de plus assez symptomatique de l'époque et finalement on se dit tout ça c'est un genre un paix sur une toile cirée et encore au moins un paix sur une toile cirée, ça sent quelque chose, alors que là finalement c'est de l'eau plate. Ouais. Denis Villeneuve c'est pour les mecs qui adorent boire de l'eau plate. Okay. Voilà. Ok. Donc voilà, Dune 1 et 2 de Denis Villeneuve que de toute façon vous avez tous déjà vu. On va passer à toute autre chose avec un peu plus de fantaisie. On va retrouver Michel Houellebecq après sa Thalasso. Excusez-moi, vous êtes Monsieur Houellebecq ? Oui. Et vous êtes Monsieur Depardieu ? Oui. Eh bien, messieurs, je voulais vous dire que je trouve que vous êtes la honte de la France. Vous êtes la honte de la France. La honte intégrale. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'est un extrait de Thalasso en 2019 de Guillaume Niclou, qui mettait en vedette donc Michel Houellebecq et Gérard Depardieu en Thalasso, comme leur nom l'indique, et ce film donc, dont nous allons parler, Dans la peau de Blanche Houellebecq, avec Blanche Gardin et Michel Houellebecq, est donc le 3e opus que tourne le réalisateur avec Michel Houellebecq, en fait le 4e, puisqu'ils ont fait un film qui n'est pas dedans, mais qui était un film sur l'affaire Gorgy, un téléfilm pour Canal+ en 2012, qui est très très chouette, dans lequel Michel Houellebecq joue le chef de la DST, donc c'est pas mal. Mais donc ils avaient en 2013, ils avaient commencé à tourner ensemble dans des genres de faux documentaires un peu pris sur le vif, mais très fictionnalisés évidemment. Le premier c'était L'enlèvement de Michel Houellebecq, dans lequel Michel se faisait enlever par une bande de pieds nickelés contre rançon. Évidemment, Michel Houellebecq arrivait à les embrouiller, ça parlait, il racontait n'importe quoi, où Michel Houellebecq finalement se met en scène, enfin le vrai Michel Houellebecq, où les gens réagissent à des choses qu'il a réellement dites et qui évidemment l'ont foutu dans la merde, parce que Michel Houellebecq en interview, il raconte quand même sacrément n'importe quoi. Il y a eu la suite Thalasso, donc en 2019, où là c'était Houellebecq
avec Depardieu, donc autre monstre, on va dire, problématique, qui a aussi tenu et eu des comportements problématiques pour le moins. Et donc, c'était la rencontre entre ces deux personnes qui, comme le dit le personnage dans le film, font honte à la France. Et donc là, dans la peau de Blanche Welbeck, le film commence fort, puisque ça commence avec Gaspard Noé qui vend un scénario à Michel Houellebecq, alors qu'arrivent Françoise Lebrun et Jean-Pascal Zadi. Mais Michel Houellebecq doit partir dans les Caraïbes pour être juré dans un concours de sosie de Michel Houellebecq avec Blanche Gardin. Évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu. Il est accompagné par un de ses pieds nickelés qu'il avait kidnappé, l'excellent Luc Schwartz. Et donc évidemment, ça va partir en sucette parce que Michel, il supporte pas la chaleur, il aime pas les sosies, il a pas ses cigarettes, il teste des champignons hallucinogènes, accompagné par Blanche Gardin, qui déambule un petit peu en faisant n'importe quoi comme tous les autres personnages du film. Et c'est vraiment une veine du cinéma de Niclou que j'aime beaucoup, qui se ramène en plus à ses tout premiers films où il faisait des choses beaucoup plus expérimentales avant d'œuvrer dans un cinéma plus narratif, notamment dans le polar avec Le Poulpe et puis sa trilogie polardeuse. Mais en fait, il mêle un peu les deux. Il y a à la fois un côté extrêmement libre où on a l'impression qu'ils sont tous en roue libre et qu'ils discutent finalement sur des canevas que leur aurait fourni Niclou, tout en ayant une mise en scène à la fois parfois très tenue, en même temps extrêmement relâchée, avec des plans qui sont sacrément dégueulasses. Ce film à la GoPro, si vous voulez voir Michel Houellebecq qui nage par exemple comme une naïade dans l'eau, des scènes de trip, des choses expérimentales. En même temps, en abordant un genre de discours qui se voudrait anticolonialiste, mais en étant en même temps un peu raciste. C'est-à-dire que c'est tout le paradoxe du film qui, en gros, mettrait un petit peu en action les propos de Houellebecq tels qu'il les tient dans la presse, ses propos sur l'islam, sur les Noirs, sur les femmes, enfin toutes les saloperies que raconte Michel Houellebecq de manière générale. Mais en traitant ça un petit peu même souvent par le prisme de la comédie, parce que quand même le film est quand même assez drôle, comme les deux précédents, Thalasso et l'enlèvement de Michel Houellebecq, parce que c'est la confrontation donc de Houellebecq que tout fait chier et qui n'aime rien, face à des gens qui essayent de lui faire plaisir, parce que c'est quand même Michel Houellebecq et donc c'est un mec super connu, donc il faut faire un petit peu attention à lui et le materner comme un enfant, ce petit bonhomme qui ne ressemble à rien, qui est tout malingre et semi-gros. Est-ce que ça serait une réhabilitation de Houellebecq ? Est-ce que ça la joue comme ça ? Réhabilitation, je pense pas, parce qu'il est clairement jamais montré à son avantage, mais chez Niclou dans ses films, tu as toujours ce truc où tu es un peu entre les deux, où tu sais jamais vraiment si tout le monde est en train de se foutre de toi ou alors s'il y a vraiment une vraie sincérité en mêlant ça à des éléments qui sont purement fictionnels, avec des éléments de polar, avec des meurtres, des règlements de compte, des mecs qui se foutent des coups de machette, des gens l'homosexualité refoulée de beaucoup de personnages, mais qui revient énormément dans le cinéma Guillaume Niclou aussi. Il y a tout ça qui se mêle. C'est comme toujours chez lui, je trouve, notamment quand il fait des films un peu plus, on va dire, relâchés narrativement, comme celui-là, ou comme dans ces deux films avec Depardieu, The End et puis Valley of Love, où clairement la question du film narratif est totalement abandonnée au profit d'une semi-improvisation et d'une déambulation dans des paysages particuliers, on va dire. Et effectivement, le fait qu'il les amène en Guadeloupe, c'est en gros sortir Houellebecq et son camarade de leur zone de confiance pour les emmener dans des endroits qu'ils ne maîtrisent absolument pas, ce qui fait qu'évidemment, ça va partir en sucette. Mais donc, toujours au milieu de ça, des éléments très drôles et une ambiguïté presque discursive et morale sur qui serait Michel Houellebecq. Donc, alors moi, personnellement, ça me fait quand même assez rire parce que le concours des sosies de Michel Houellebecq est totalement aberrant. Hein. Clairement, tu vois des mecs qui ressemblent pas à Houellebecq. T'en as un, ils disent, ouais, on dirait genre Kurt Cobain s'il n'était pas mort, tu vois, ce genre de choses. Enfin, bref, Kurt qui est mort il y a 22 ans, 20 ans, 30 ans maintenant. Non, 30, oui. 30 ans, 94. Donc bref, ça n'a aucun rapport. Mais voilà, dans la peau de Blanche Houellebecq de Guillaume Niclou, moi personnellement, ça me fait rire. Mais en tout cas, clairement, c'est pas une réunion de gauchistes. Ok. Voilà. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, carrément, Florène. Mon coup de cœur, ça va être le Requiem pour Katia et Maurice Kraft de Werner Herzog. Dont on avait parlé ici lors de sa première diffusion sur Arte il y a 1 an et demi. Voilà, donc qui est retrouvable là notamment sur la page YouTube de Arte. Je ne sais pas si c'est sur la plateforme, mais bon, bref. Voilà, la grandiloquence de la mise en scène, enfin de l'assemblage, du montage de Werner Herzog. Sa voix. La grandiloquence de la destinée du couple Kraft,
avec la grandiloquence de l'activité volcanique. Moi, c'est le phénomène naturel qui me fait le plus rêver, le plus fantasmer. Donc voilà, c'est une très belle addition que ce faux portrait, en fait, que ce faux biopic, voilà, mais plus une réflexion sur la Terre, une réflexion sur les images, comment se comporter devant les images, comment on fait une image, comment les couples Craft ont fabriqué leur propre image. Donc voilà, c'est absolument vertigineux, c'est en même temps très ramassé, des séquences d'une beauté époustouflante, notamment tout ce que les Craft ont tourné à Hawaï. C'est voilà, je rêve d'y aller. Et, en tout cas, Werner Herzog m'a permis d'y aller le temps de la projection de ce film. C'est magnifique. Effectivement. Werner, d'ailleurs, qui, je le précise, va retourner un film de fiction avec Nicolas Cage. Alors, alors, les chauds patates. Ah ouais, carrément. Les chauds patates, parce que leur seule collaboration a donné un énorme chef-d'œuvre. Donc, Balion Nantes, Escale à la Nouvelle-Orléans. Quel film. Et moi, donc, ce sera deux choses. Un film de Phil de Broca de 1971, La poudre d'escampette, film d'aventure en Afrique en pleine Seconde Guerre mondiale avec Michel Piccoli, Marlène Jobert et Michael York. Donc voilà, comme d'habitude, à l'époque, avec Phil de Broca, c'est emballé avec une légèreté, un savoir-faire absolument impeccable. Et sinon, le livre de Georges Darien, Biribi, sur les bagnes pénitentiaires militaires à la fin du 19e siècle et les conditions absolument dégueulasses et déplorables que Darien raconte avec force, détail et haine, parce qu'évidemment, tout ça, il les a connus. Donc, deux choses qu'il n'aime pas par-dessus tout, l'autorité militaire et les Corses. Voilà, livre absolument magistral. Merci carrément Fleuret à la mise en son de cette émission, et bravo, hein, malgré les pains techniques, mais ça, voilà. Qu'est-ce que serait une émission de Nathan Godard sans les pains techniques? On se retrouve la semaine prochaine avec le crew au complet cette fois. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut.